Bonjour à tous et joyeux réveil sur Bismart. Je vous emmène à Londres ce matin car après 6 mois d'hésitation, Boris Johnson a tranché. L'opérateur télécom chinois Huawei va devoir quitter le territoire anglais. En clair, tout le réseau britannique 5G sera nettoyé de la présence de Huawei. Tout équipement devra être retiré d'ici 2027. C'est un nouveau revers pour le géant chinois et encore une preuve qu'il n'est plus le bienvenu en Occident. Le gouvernement anglais a évidemment conscience que cette décision va pénaliser le développement de la 5G en Grande-Bretagne et aura un impact sur les prix. Mais le dossier a pris une tournure politique qui l'a emporté. Boris Johnson a subi des pressions américaines très fortes ces derniers mois, Trump invoquant la notion de sécurité et mettant au passage dans la balance l'accord de libre-échange qui devient vital pour la Grande-Bretagne à l'heure où elle prend ses distances par rapport à l'Union européenne. Merci beaucoup à Mathilde Poignet qui a illustré mon propos avec subtilité ce matin. Ce matin, il sera question du marché de la petite reine. Dans Smart Up, nous reviendrons sur l'engouement des Français pour le vélo électrique avec Marc Simoncini, fondateur d'Angel Bike, à l'heure où Jean Castex annonce tout juste un plan vélo ambitieux. Nous scruterons également la FinTech October qui a joué un rôle fondamental dans le financement des PME pendant la crise. Et puis un focus enfin sur l'évolution du marché de l'intérim et de l'emploi au sens large avec Mr Tump. Mais tout de suite, les 4 chiffres du jour avec vous, Olivia. Bonjour. Bonjour à tous. C'est un énorme revers pour l'Union européenne et une victoire éclatante pour Apple. Les juges européens ont annulé la décision de la Commission qui avait sommé Apple à l'été 2016 de rembourser à l'Irlande 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux jugés indus. La Commission européenne n'est pas parvenue à démontrer, je cite, l'existence d'un avantage économique sélectif selon les juges. Apple s'est réjoui de la décision et l'Irlande s'en est félicitée. Et on part direction Séoul pour votre deuxième chiffre, Olivia. Oui, Capucine, au lendemain de l'annonce par la Corée du Sud d'un nouveau contrat vert pour encourager l'utilisation de véhicules respectueux de l'environnement. Les actions de Hyundai Motor ont bondi de près de 8% hier et celles de sa filiale Kia Motor de 4%. Sun Chung, le patron de Hyundai Motor, a déclaré que son entreprise et Kia Motors visaient la barre du million de véhicules électriques vendus en 2025. Ils espèrent ensemble décrocher plus de 10% de part de marché au niveau mondial sur l'électrique. Et il est question d'un plan de sauvetage également pour une compagnie aérienne, la South African Airways, c'est ça ? Exactement, 10 milliards de rands, soit 596 millions de dollars. C'est le montant du plan de sauvetage approuvé par les créanciers de la compagnie aérienne en difficulté, South African Airways. La société d'État est entrée en faillite en décembre et a suspendu ses vols commerciaux en mars dernier à la suite des restrictions de voyage pour lutter contre le coronavirus. Le plan de sauvetage prévoit de réduire la flotte de la compagnie aérienne et de supprimer des emplois. Et on termine avec un jeu vidéo. Effectivement, une version rare du Super Mario Bros 1985 classique s'est vendue aux enchères pour 114 000 $. Le prix le plus élevé jamais atteint pour un jeu vidéo. La cartouche, toujours dans son emballage d'origine, a été vendue à un enchérisseur anonyme. Merci pour ce chiffre un peu plus léger qui clôt votre chronique, Olivia. On enchaîne tout de suite avec Smart Leader, Marc Simoncini. Bonjour et bienvenue, Marc Simoncini, serial entrepreneur, fondateur d'e-France, de Mythique et des lunettes Sensi. Et puis récemment, vous êtes mis au vélo avec Heroine Bike, puis Angel Bike. Donc Angel, c'est un vélo connecté qui a connu un essor assez inattendu pendant le confinement. Qu'est-ce qui explique cet engouement? Qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? En fait, on travaille depuis 3 ans sur ce projet et on avait fait un pari un peu fou qui était, il y a 3 ans, de se dire qu'une des grandes villes d'Europe allait interdire la voiture thermique individuelle dans les centres-villes. On s'est dit les villes vont être complètement modifiées. Et donc, on va faire le pari que les voitures vont déserter le centre-ville. Et pour ça, il faut proposer un moyen de locomotion qui soit efficace et qui puisse remplacer une voiture. Et quand on regarde la typologie des déplacements dans un centre-ville, on s'aperçoit que le meilleur moyen de se déplacer sur 4 ou 5 km, c'est le vélo électrique. Parce qu'on peut faire en vélo normal, mais on transpire, on a chaud. Vélo électrique, on fait moins d'efforts. Donc, on a décidé de développer un vélo électrique pour remplacer les voitures. Mais le principal frein
les deux principaux freins au vélo en centre-ville, c'est le vol, la sécurité. Donc on a fait un vélo involable et très sûr. Involable, ça veut dire quoi? Alors il faut que le vélo il soit sûr pour lui-même et sûr pour le passager. Donc on a fait d'Angel un vélo extrêmement difficile à voler pour une bonne raison, c'est que c'est un vélo dans lequel il y a beaucoup d'électronique. Les 70% du travail qu'on a fait, c'est de l'électronique et du logiciel. Et il est inutilisable s'il n'y a pas le smartphone attaché au vélo. Donc déjà, si on vole votre vélo, il faut aussi vous voler votre smartphone et il faut voler votre code. Si on n'a pas le smartphone, on vole un vélo électrique qui ne démarre pas, sur lequel il y a une alarme qui sonne très fort si on le touche, et surtout si on le déplace pour le voler, il est géolocalisé pendant 3 semaines. Donc on sait où est le voleur et on sait où est le vélo. Donc bon, il est volable, mais c'est quand même assez difficile. Ça, c'est pour la partie sécurité. Alors ce vélo qui coûte, on va le voir sur l'infographie qui va apparaître, 2 690 €. Il a été mis en pré-vente à partir du mois de novembre dernier. Où est-ce que vous en êtes et quel a été l'effet confinement sur ces préventes? Comment est-ce que ça s'est passé entre novembre et mars et depuis mars? En fait, pour être honnête, on pensait en fabriquer 1500 la première année et on a eu trois choses qu'on n'avait pas prévues. Le premier, c'était les gilets jaunes. Le deuxième, c'était les grèves. Et le troisième, c'était le Covid. Et donc, on a complètement explosé nos chiffres de prévente. Donc, les gilets jaunes ont déjà eu un impact sur les ventes? Parce que la circulation était compliquée, parce que les villes ont commencé à faire des pistes cyclables, parce qu'après les grèves, tout le monde avait monté sur un vélo et puis a trouvé ça sympa. Donc, ils se sont dit, tiens, c'est marrant, j'ai fait du vélo pendant 3 semaines, j'étais contraint et forcé, puis maintenant je vais continuer. Et puis le Covid, là, ça a été l'explosion finale. Et donc pendant ce confinement, on est passé d'une prévision de 1500 vélos à 10 000 vélos. Et donc Angel, aujourd'hui, ça ce sont les prévisions. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait croire que, alors que vous n'en avez prévendu que 3 000, vous allez atteindre ces 10 000? Est-ce que c'est beaucoup, 10 000? On multiplie le nombre de ventes par jour par le nombre de jours qu'il y a dans une année. Et ça donc là, vous êtes à combien de ventes par jour? On vend entre 20 et 25 vélos par jour aujourd'hui. La FNAC en a acheté quelques centaines. Donc préacheté. Préacheté, pardon, bien sûr. Et donc voilà, on est quasiment certain d'avoir à faire 10 000 vélos. Donc tous ces clients, Marc Simoncini, ils ont acheté leur vélo en novembre. Ouais. Pour les premiers. Pour les premiers. Mais ils ne sont toujours pas livrés. Alors, en fait, est-ce que ce n'est pas un problème, ça? En fait, dès le mois de novembre, on leur avait annoncé une livraison en juin. D'accord. Bon, on aura 57 jours de retard. 57 jours de retard. Qui représente à peu près le jour où on a été confiné et pendant lequel il a fallu faire une usine. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous avez pris autant de retard? En fait, on a pris beaucoup de retard sur 2 ou 3 sujets. Le premier, c'est les volumes. C'est que construire une usine pour fabriquer 10 000 vélos, c'est pas pareil que construire un atelier pour en faire 1500. Il a fallu qu'on trouve un industriel, en l'occurrence le groupe SEB, qu'on discute avec eux, qu'on ouvre un contrat industriel, qu'on fasse des tests et des retests et des process de fabrication. Tout ça a été très long. Et puis on a eu un deuxième problème auquel on s'attendait pas, c'est qu'il y a beaucoup de certifications obligatoires sur un vélo. On doit certifier le moteur, on doit certifier les lumières, on doit certifier la batterie. Tout ça, c'est des organismes officiels qui certifient les parties du vélo. Et ces organismes officiels, ils ont été fermés aussi pendant 60 jours. Donc il y a un retard de dingue pour obtenir des tampons pour pouvoir mettre les vélos sur la route. Mais tout ça est bientôt derrière nous et on sera heureux de ça. Alors avant de revenir sur SEB, qui est quand même un point primordial de cette interview, je voudrais qu'on revienne sur le plan vélo qui a été annoncé hier par Jean Castex. Un plan vélo ambitieux, mais il tombe à point nommé pour vous. Vous y êtes pour quelque chose? Il y a des plans vélo depuis longtemps. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Est-ce que vous y êtes pour quelque chose? Attendez, je sais pas ce qu'il y a dedans. On a proposé au gouvernement des mesures qu'on pensait être intelligentes pour dynamiser et doubler le nombre de vélos électriques faits en France. Parce que nous, notre truc, c'est de faire en France. C'est très compliqué, il y a très peu de vélos qui sont faits en France. Nous, on se bat pour faire les vélos en France. Donc on a proposé que la prime de l'État soit cumulable avec la prime des régions, que le forfait mobilité devienne obligatoire. Enfin, il y a 4 ou 5 mesures pour essayer de booster les vélos français, les vélos électriques. Après, qu'est-ce qui sera retenu dans le plan vélo de Jean Castex? J'en sais rien, j'adorerais qu'il y ait mes mesures, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. En tout cas, on est ravis que le gouvernement se saisisse de ce sujet. Justement, s'il y a aussi peu de vélos qui sont fabriqués en France, c'est peut-être qu'il y a un problème de rentabilité. Comment est-ce que vous faites? En fait, c'est un problème d'avoir rapatrier toute la fabrication en France. Ça nous coûte 200 € de marge par vélo, c'est beaucoup. Donc on a pris le risque. On n'a pas augmenté le prix du vélo. On aurait pu dire, écoutez les gars, on fait en France, donc c'est 200 € plus cher. Pour l'instant, on le laisse au même prix. Il coûte déjà 2 700 €. Ouais, ce qui n'est pas très cher pour un vélo électrique, puisque les beaux vélos électriques allemands coûtent 3 000 à 4 000 €. Et votre cible? C'est qui alors? C'est les urbains, grandes villes, des gens qui se déplacent assez souvent, qui ont besoin d'un vélo assez léger, parce qu'un vélo, le problème c'est quand il est dans la cour et qu'on doit le monter, il faut qu'il y ait un garage à vélo dans la cour, et un vélo c'est 20. Donc les gens le remontent dans leur appartement. Angel, c'est 14 kilos, vous enlevez la batterie, c'est 12 kilos, donc vous pouvez monter votre vélo dans 2 ou 3 étages à pied, vous y arrivez. Donc le poids a été un élément très très important. Je reviens à SEB et cette association un peu étonnante, surprenante, qui vous a un peu tombé dessus par hasard.
Ouais. Comment est-ce que vous êtes associé à eux et comment est-ce qu'ils vont passer de la fabrication d'une friteuse à un vélo électrique? Parce que c'est pas la même chose quand même. Non, c'est pas la même chose, mais d'abord, quand on lance une boîte qui s'appelle Angel, il faut croire aux dieux. Hein, et moi, j'ai un ange qui est passé dans ma vie, ça s'appelle Seb. On s'est vu pour un sujet qui n'avait rien à voir. On a traité le sujet qui n'avait rien à voir, et puis au dessert, on s'est mis à parler de vélo. Et Seb m'a dit, mais attends, moi, je rêve de faire des vélos électriques. Quand je vais en Chine, il n'y a plus que des vélos électriques, donc je pense que c'est un truc qu'on doit savoir fabriquer. Et en plus, j'ai une usine qu'il faut que je reconvertisse. Mais est-ce qu'ils ont la compétence pour le faire? Quand on fait Comment est-ce que vous en êtes assuré? Non, mais Seb, en France, tout ce qu'ils fabriquent en France, c'est des objets très compliqués. Il y a beaucoup de valeur ajoutée dans les objets faits en France, des mixeurs, des friteuses, il y a de l'électronique, il y a beaucoup de trucs. C'est pas simple à fabriquer. Donc un vélo aussi, c'est de l'électronique, de la mécanique et du logiciel. Alors il y a beaucoup plus de logiciel dans un vélo que dans le reste, mais ça c'est moi qui le fais. Donc Seb est tout à fait capable de monter ces vélos-là, de les peindre, de les assembler, de fabriquer des cadres et de les monter. Donc c'est un ange qui a croisé notre route. Et heureusement, parce que franchement, faire 10 000 vélos tout seul, je ne sais pas où je serais là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente en termes d'emploi de cette coproduction avec Seb? Aujourd'hui, c'est une reconversion de gens qui étaient dans l'usine et puis on espère, parce qu'on espère monter à 60 000 vélos. Donc là, pour le coup, ça va faire beaucoup de monde pour les monter. On espère qu'on va faire grossir cette usine très rapidement. C'est ça, j'allais vous poser la question. L'avenir d'Angel, c'est quoi? C'est d'élargir la gamme, les enfants, les femmes peut-être? Vous y pensez? Ce vélo, il a l'air masculin, mais il y a 80% d'hommes et 20% de femmes. Donc il y a déjà 20% de femmes qui l'achètent. Bon, il faut mesurer plus d'1,50 m. Alors on a fait une version dite femme. En fait, c'est un vélo plus léger que les hommes vont acheter aussi également, hein, qui sera disponible à Noël. On l'a rendu un tout petit peu plus facile à utiliser, plus léger, encore plus léger qu'Angel. Et lui, il sera livré à Noël. Ensuite, on va lancer ça. Alors aujourd'hui, on n'a lancé qu'en France. On va lancer ça dans tous les pays d'Europe, l'Allemagne, la Hollande. Enfin, il y en a certains en Hollande, ils sont quand même très avancés et bien plus avancés que nous. Aujourd'hui, ce qu'on vend, c'est en France. Donc quand on va lancer les vélos en Allemagne et en Angleterre, et en fin d'année, on va lancer Angel aux États-Unis. Et après, on a d'autres idées d'autres déclinaisons du vélo. Voilà. Ça veut dire que le marché français, il est trop étroit pour vous? Non, mais on fait un vélo assez cher, donc forcément la cible est quand même étroite. Même étroite, c'est beaucoup de vélos possibles. Donc c'est une boîte qui peut aller très très loin. Dernière question sur ce chapitre vélo. L'Observatoire du cycle s'attend à ce qu'1 million de vélos électriques soient vendus en France. 1 million de vélos électriques en France en 2024. Ouais. Quels sont vos objectifs de vente pour 2024, Maxime Ancenis? J'en sais rien, mais moi, si je prends 10 ou 15 ou 20% du marché français, je suis très très heureux, quoi. Parce que des marchés français, dans 10% d'1 million, ça fait beaucoup. Ça fait 100 000 vélos par an en France. Donc c'est quand même 10 fois plus que ce que vous prévoyez pour 3 2020. ans, ça nous laisse le temps. Fois 10 en 3 ans. On va passer à votre deuxième actualité, c'est Daphni, votre deuxième actualité. C'est un fonds que vous... On change. Deuxième casquette. C'est un fonds que vous avez rejoint, que vous n'avez pas créé, que vous avez rejoint il y a quelques mois. Vous aviez déjà votre propre fonds, Jaina Capital, qui investissait dans des dizaines de startups. Pourquoi rejoindre un nouveau fonds et quelle est la totalité des actifs sous gestion? Alors, Jaina, c'était un fonds, mais qui n'appartenait qu'à moi. Donc, en gros, pour faire vulgaire, je gérais mon argent dans des startups. Là, c'est un fonds et on fait appel à de l'argent de tiers. Donc, il y a des gens qui nous confient leur argent qu'on va investir. Donc, c'est un fonds. Mais Jaina, c'est terminé? Mais non, mais Jaina, c'est un fonds personnel. Donc ça n'a plus vocation à investir, puisque maintenant, tous mes investissements sont concentrés dans Daphni. Et dans Daphni, on a levé de l'argent de tiers. Donc c'est un fonds réglementé, soumis à des règles AMF, qui est un métier complètement spécifique que je ne connaissais pas. Et donc, si j'avais dû apprendre ce métier from scratch, ça aurait été un peu compliqué. Donc, j'ai préféré rejoindre une équipe qui fait ça très bien. Et pour vous la faire courte, Daphni, c'est un fonds qui est composé de 2 financiers et 2 entrepreneurs. Et donc, on mélange ces 2 équipes et on fait un fonds d'entrepreneurs avec une vision entrepreneur et une vision financière. Qu'est-ce que vous apportez? C'est quoi la vision d'un entrepreneur en 2020? Nous, on parle aux entrepreneurs d'égal à égal. C'est pour ça d'ailleurs que je dirige une start-up. C'est que quelque part, je gère un fonds, mais de l'autre côté, je gère une start-up. Donc moi, je suis vu par les entrepreneurs comme un entrepreneur avec une histoire, avec des échecs, avec des succès, qui me permettent de partager ces expériences-là. En revanche, j'ai aucune expérience sur la gestion d'un fonds réglementé. Et pour ça, les gens de Daphni sont bien mieux placés pour le faire que moi. On est dans une période inédite. Cette crise post-Covid, qu'est-ce que vous voyez arriver sur votre bureau comme dossier? Est-ce que ce sont des projets qui sont complètement différents que ceux que vous avez eu il y a un an? Alors, pendant le confinement, ce qu'on a vu arriver, c'était des appels au secours. Parce que les gamins, ils ne savaient plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je licencie toute mon équipe? Est-ce que le produit que j'avais en tête, il sera demain toujours vendu? Donc ça a été la période d'angoisse. Pendant 2 mois, on a vécu l'enfer. Voilà. Ça, c'est
post-confinement. Ensuite, il y a des gens qui se sont dit, le projet que j'avais imaginé ne fonctionnera plus dans le monde d'après. Mais quand on a dit cette phrase, il faut savoir ce que c'est que le monde d'après. Est-ce que le monde d'après, c'est le monde d'avant en mieux ou est-ce que c'est le monde d'avant en pire? Donc il fallait discuter de ça avec eux. Et puis il y a ceux qui sont arrivés en disant attends, moi je fais un pari, c'est que désormais les gens vont faire attention à la planète, donc ils vont manger des œufs de poules qui ne seront pas tués. Et donc, c'est des gens qui ont fait l'œuf qui tue pas la poule, par exemple. C'est le monde d'après, ça. Et donc, ils sont opportunistes au sens où les mentalités ont changé et peut-être que le monde d'après sera un peu différent. Voilà. Donc, les gens, ils intègrent. Donc, ça, vous voyez clairement de nouveaux projets, une nouvelle tendance, un nouveau concept de vie, carrément? Ce que je vois surtout, c'est que le monde d'avant, il y a plus grand monde qui s'y intéresse. Il y a plus de gens qui lancent des startups aujourd'hui en pensant comme on pensait dans les années 90. Ils intègrent tout de suite la protection de l'environnement, la cause qui leur va, mais ils l'intègrent tout de suite dans leur projet. Il y a des startups qui se lancent parce qu'ils prennent le pari, je pense qu'ils ont raison, que les gens vont faire du télétravail. Alors il y a plein d'opportunités de startups à lancer quand les boîtes vont mettre les gens en télétravail. Il y a des gens qui vont se dire, on va vivre avec des masques. Alors j'ai investi dans une boîte de masques qui vendait quelques dizaines de masques et qui en vendent des dizaines de milliers aujourd'hui, parce qu'on va s'habituer à vivre avec des masques. Donc tout ça a créé un tas d'opportunités qui donnent lieu à un tas de startups. Les mobilités urbaines aussi. Est-ce que c'est un sujet qui revient beaucoup et que vous cajolez? Moi, le problème, c'est que les mobilités urbaines, je suis concurrent parce que je suis dans Angel, donc dès qu'on veut faire des vélos, on m'envoie pas le dossier. Mais il n'y a pas que les vélos. Il y a des gens qui font des tas de trucs pour changer. D'ailleurs, on a créé un fonds au sein d'Angel qui s'appelle l'Angel Lab et on consacre 5% du chiffre d'affaires d'Angel pour financer des projets de jeunes qui changent la ville. Mais ils font pas des vélos. Ils font des trucs qu'ils ont imaginés en ville. Par exemple, on a le premier projet qu'on a financé, c'est des gens qui font de la peinture fluorescente pour que les municipalités puissent installer très vite des pistes cyclables dans la ville. Est-ce qu'avec Daphni, vous aidez aussi les startups à préparer l'après? Le rapprochement avec un grand groupe, par exemple, le moment où vous allez sortir, c'est un moment crucial pour les startups, ça. Ça rejoint votre question de tout à l'heure. C'est pourquoi un entrepreneur? Parce qu'il y a un moment donné où l'entrepreneur, il fait face à des choix. Quand ce n'est pas des multi-entrepreneurs, quand c'est leur premier projet, il y a un moment de leur vie où ils vont avoir à faire des choix extraordinairement difficiles. J'ai 2 offres, laquelle je prends? On m'offre une sortie et je peux vendre ma boîte. Est-ce que je vends ou est-ce que je continue? Et là, quand on développe, alors qu'est-ce que va devenir ma vie? Et qu'est-ce que va devenir mon couple? Donc, on rentre dans des trucs un peu philosophiques. Et il se trouve que moi, ayant démarré ça il y a 25 ans ou 30 ans, j'ai vécu tous ces cas-là. Donc, il y a un moment donné où l'entrepreneur plus jeune devient un peu un psy. Moi, je fais le psy en disant voilà, mais si tu vends, tu vas être riche, mais est-ce que tu vas être heureux? Je suis pas sûr. Donc, on rentre dans un truc un peu métaphysique. Et ça, c'est pas un financier qui va le gérer. Le financier va dire écoute, tu fais 13,7 fois ta mise, il vaut mieux que tu sortes. Mais moi, c'est pas ce que je leur dis. Je dis est-ce que tu vas être heureux? Est-ce que tu as encore envie de continuer ça? Est-ce que si ça devient très gros, tu auras envie de continuer sur ce truc-là? Est-ce que tu as vraiment envie d'aller en bourse? Et ça, c'est des discussions qu'on peut avoir parce qu'on a vécu tous ces trucs-là. Ça, c'est ce que j'apporte à Daphni. C'est le moment le plus crucial dans la vie de l'entrepreneur. C'est la sortie. Dernière question, Marc Simoncini, le temps file. Avant Angel Bike, vous avez eu une autre aventure entrepreneuriale, celle d'une petite dizaine d'années, Sensi. L'idée un peu folle, c'était de vendre des lunettes sur Internet. C'était de vendre de l'optique. Vendre de l'optique. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Est-ce que vous le voyez comme un échec? Pas vraiment, parce qu'on a eu Parce qu'on peut apprendre de ces échecs. Oui, mais on a Est-ce que c'est un échec? Ça a été un échec sur les lunettes, mais on a fait baisser le prix des lunettes en France, puisque désormais les lunettes sont plafonnées en France. Donc les Français bénéficient du travail qu'on a fait. Donc les lunettes aujourd'hui coûtent beaucoup moins cher en France, grâce à nous, parce qu'on a vraiment fait voter ces lois. Et par contre, en termes de lentilles, on a acheté la boîte, elle faisait 7 millions. On l'a revendue, elle faisait 30 millions. Donc on vend beaucoup de lentilles sur Internet. Donc c'est pas un échec? C'est un demi-échec ou moi j'ai un demi-succès. Merci beaucoup Marc Simoncini, fondateur d'Angel Bike. Et on enchaîne tout de suite avec Smart Tomorrow. Smart Tomorrow tout de suite avec Céline Angelini, fondatrice de l'agence Marie-Antoinette. Bonjour Céline. Bonjour Capucine. Avec également en plateau aujourd'hui Olivier Goua, fondateur d'October. Bonjour et bienvenue. Merci. Et Alexandre Pham, fondateur, président de Mr Temp. On va parler du marché de l'intérim ensemble. Bonjour. Mais d'abord, Céline, vous venez de nous parler des tendances que vous avez observées au sein de votre agence de communication. Une trentaine de collaborateurs, je le rappelle, chez Marie-Antoinette. Des tendances pendant le confinement et d'abord une mobilisation de vos salariés qui a été assez inattendue. Oui, c'est vrai qu'on
suite au confinement, premier jour, voilà, on est tous un peu scotchés et moi je rassure mes collaborateurs, c'était important, une prise de parole plutôt positive et tout de suite il y a eu un élan et une mobilisation générale avec cette envie de vouloir sortir de cette situation compliquée, de ne rien lâcher. Et vous ne vous y attendiez pas du tout en fait? Non, je ne m'attendais pas du tout parce qu'on ne s'imagine pas ça, hein. On est un peu perdu, on se dit comment on va faire, même soi-même on navigue un petit peu à vue et je ne m'attendais pas à ça. Et finalement cette mobilisation m'a donné encore plus la force et l'envie de me battre pour eux. Et donc vous avez observé cette mobilisation à travers le télétravail, puisque tout le monde était en télétravail pendant ces 2 mois. Oui, tout le monde était en télétravail. Il y a eu la productivité a été assez incroyable. Meilleure que d'habitude, qu'en temps normal? Oui, meilleure que d'habitude. Le télétravail, on le pratiquait très peu avant. Alors aujourd'hui, c'est devenu, c'est ancré, on l'a ancré dans une nouvelle charte, mais effectivement une productivité beaucoup plus importante. La deuxième chose, Céline, ce sont des talents qui se sont carrément révélés pendant la crise, c'est-à-dire des gens en qui vous n'auriez pas cru et en qui vous avez cru, ou l'effet inverse. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, alors c'est assez marrant parce que finalement dans une entreprise, on a des personnes en qui on croit, d'autres qui sont assez discrets. Et c'est vrai que là, j'ai 3 exemples en tête. J'ai un jeune homme qui s'est révélé de par sa plume et du coup on s'est appuyé sur lui pour qu'il nous écrive toutes nos coms externes et lui-même s'est vraiment révélé là-dessus. J'ai une demoiselle aussi qui fait super bien son travail, qui est assez discrète et qui du coup a pris énormément d'initiatives, des responsabilités, elle a pris beaucoup de risques auprès de certains clients et elle s'est vraiment révélée. Et aujourd'hui, c'est plus du tout la même. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui n'étaient pas forcément, qui faisaient pas partie de votre entreprise, que vous pourriez embaucher grâce à la crise? Oui, que je pourrais embaucher grâce à la crise. Et pendant la crise, on a embauché 2 personnes, on a intégré 2 personnes, donc de manière virtuelle, parce que finalement on les a rencontrées à peu près il y a 3 semaines, début juin. Et ces personnes-là, elles ont pris les projets à bras-le-corps. C'était assez incroyable la manière dont les gens... Dernière question rapidement, est-ce que vous avez gagné aussi, à cause de cette période de confinement ou grâce à cette période, en transparence avec vos équipes? Est-ce que c'est allé de pair? Alors, j'ai pas gagné en transparence parce que la transparence, c'est quelque chose qu'on avait déjà mis en place au sein d'un programme il y a 1 an et demi qui s'appelle Tous acteurs de la confiance. Ça faisait partie de la transition managériale que je voulais effectuer. Et finalement, cette transparence, pendant la période Covid, ça a été assez fluide à gérer. Moi, j'ai mis un point d'honneur à communiquer de manière régulière auprès de mes collaborateurs sur ce qui se passait, les prises de décision, que ce soit l'activité partielle ou des clients qui du jour au lendemain ont décidé d'arrêter de la collaboration ou qui ont décidé d'arrêter de payer parce qu'ils ne pouvaient pas. Et c'était pas pensable pour moi de ne pas informer mes collaborateurs qui étaient du coup qui étaient aussi paumés que moi, Il fallait être transparent et leur expliquer. Et c'est ce qui a permis, on a fait un baromètre au sortir de cette crise. On a interrogé tous les collaborateurs et on a eu 100% de nos collaborateurs qui ont été vraiment derrière nous sur toutes les initiatives qu'on a pu mettre en place. Et on a plus de 80% qui ont reparlé de l'engagement auprès de l'agence. Merci beaucoup Céline Angelini. La crise comme révélateur de talent, qu'est-ce que ça vous évoque? Surtout pour vous peut-être? Ça a été une période compliquée à gérer. Effectivement, on casse un peu les codes traditionnels du recrutement et on doit s'adapter finalement, donc à recruter différemment, recruter en ligne, faire passer l'entretien en ligne. Alors je rebondis un peu ce que vous disiez, effectivement, nous on a recruté notre directeur technique pendant ces périodes-là, donc quelqu'un que je n'avais jamais rencontré physiquement et qu'on a embauché et que j'ai finalement découvert physiquement post-confinement au sein de nos locaux. Donc à lui adapter effectivement nos processus de recrutement. Et puis c'est vrai que cette proximité-là, qui était défaillante, dont les gens avaient besoin, on a pu la recréer au travers de plus d'échanges individuels, et puis des petits leaders locaux qui se sont montrés finalement fédérateurs, jusqu'à capacité à remonter un peu le moral des gens qui étaient un peu parfois au fond du trou lorsqu'il y en avait besoin. Olivier, une réaction?
Même sujet, il y a des gens qu'on a recrutés pendant le confinement. On a fait l'onboarding, ce qu'on appelle l'onboarding, c'est qu'ils ont commencé leur travail pendant le confinement. Et je les ai toujours pas vus, je suis pas prêt de les voir parce qu'ils sont basés notamment, je pense à plusieurs exemples, à Munich et aux Pays-Bas. Et c'est pas si simple de voyager aujourd'hui. Donc, à mon avis, je ne vais pas les voir avant septembre. Alors, Olivier Goua, fondateur, président d'October, une fintech qui est spécialisée sur le crédit pour les TPE. October qui fait partie du Next 40, hein, les fameux 40 plus belles start-up selon la French Tech. Pourquoi est-ce que les PME s'adressent à vous, October, ancienne Lendix, hein, je précise, et pourquoi pas à une banque traditionnelle? Qu'est-ce que vous offrez de plus? Alors, on offre une expérience, on a tous vécu l'expérience de demander un crédit quand on est entrepreneur et on voit la difficulté du parcours et la longueur du parcours. Ce qu'on offre, c'est effectivement une rapidité dans la prise de décision, notamment. Ça veut dire que les banques traditionnelles ne sont pas agiles? Alors, elles ont effectivement, le confinement a été un bon test d'ailleurs pour ça. Elles ont quand même, il faut leur rendre hommage aux banques traditionnelles, très bien travaillé pendant le confinement parce qu'elles ont distribué grosso modo en 2 à 3 mois l'équivalent d'une année de production de crédit. Donc il y a plus de 100 milliards qui sont partis vers les PME. C'est l'équivalent d'une année de production de crédit normale. Mais ça a été fait au forceps et dans la douleur. Aujourd'hui, il faut voir que les fameux prêts garantis par l'État, tout le monde ne parle que de ça. On est agréé d'ailleurs nous-mêmes pour en distribuer. C'est ce dont je voulais vous parler. Oui. Donc vous avez explosé votre activité pendant le confinement et en sortie avec ces fameux prêts garantis par l'État que vous réussissez à mettre en place en quelques heures. Exactement. Grâce à des algorithmes. Comment ça marche exactement? En fait, ça fait 5 ans qu'on réfléchit à comment améliorer l'octroi de prêts, comment être plus rapide dans les process. Et notamment, ça fait 5 ans qu'on accumule de la donnée pour prendre des meilleures décisions. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas osé passer à un mode totalement automatique de distribution du crédit, notamment parce que vous avez toujours peur quand vous donnez un crédit, qu'on vous ne le rembourse pas. Maintenant qu'on a dans différents pays européens, en France notamment, mais en Italie, une garantie de l'État à 90%, ça vous fait pousser des ailes. Donc on s'est retrouvé dans un mode extrêmement agréable pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez arriver à 9h le matin, faire une demande en ligne et à midi avoir votre argent, avoir un prêt jusqu'à 250 000 €, un prêt garanti par l'État. Donc pour nous, ce qui était une contrainte majeure, ce confinement, c'est devenu une opportunité finalement assez incroyable. Donc ça veut dire que la technologie, elle peut rendre la finance plus efficace, c'est ça? Ça c'est une conviction, mais même ceux qui font de la finance de manière traditionnelle en sont convaincus. Leur seule question, c'est comment faire pour changer mes habitudes, parce que tout le monde en est convaincu que le digital et la donnée peuvent complètement changer l'efficacité. Après, c'est comment on transforme des grosses organisations. Alors, ces prêts de confinement, qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui dans votre chiffre d'affaires? Est-ce que ça a été l'occasion d'aller récupérer de nouveaux clients? Est-ce que vous les avez gardés derrière? Alors, pour être un peu plus précis, il faut voir qu'il y a eu 2 temps dans le confinement. Il y a eu un temps où on a été des observateurs du marché, mais avec l'interdiction de jouer. Ce que je veux dire par là, c'est que les prêts garantis, au début, ils ont été autorisés que pour les banques. C'est-à-dire que les acteurs comme nous, on n'avait pas le droit d'en distribuer. Donc forcément, nous, on s'est retrouvés dans une situation où ça a séché totalement le marché. On n'a rien fait pendant 2 mois. Et puis, on a réussi à être agréé par les différents États, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, pour pouvoir commencer à distribuer les prêts garantis. Alors là vraiment, on est rentré sur le terrain. Et c'est la période dans laquelle on est en ce moment qui est très excitante parce que là, il y a une demande, toujours, malgré les 100 milliards déjà distribués, il y a beaucoup de PME qui cherchent à avoir des crédits. Ça représente quoi dans votre chiffre d'affaires aujourd'hui? Alors, on va attendre avant de tirer la conclusion parce que les prêts garantis par l'État, ça va jusqu'au mois de décembre. Mais là, aujourd'hui? Aujourd'hui, là aussi, il faut faire une réponse. Les prêts garantis par l'État, la distribution de prêts garantis par l'État en France, ça rapporte quasiment rien. C'est fait à prix coûtant. C'est le deal avec l'État français. D'ailleurs, on gagne 1 000 € par prêt distribué, c'est-à-dire pas grand-chose. Là où, à l'inverse, en Italie, on a le droit de marger normalement quand on distribue les prêts garantis par l'État. C'est très intéressant. Je reviens vers vous un peu plus tard, Olivier, vous restez avec nous. Alexandre Pham, vous êtes donc président du groupe d'intérim Mr Thumb. Mr Thumb, c'est 3 marques, Lynx, Aquila et Vitalis Medical. Un chiffre d'affaires en 2019 en hausse de 40% à 230 millions d'euros. On est en pleine crise post-Covid. Comment est-ce qu'il se porte ce marché de l'intérim aujourd'hui ? Alors, le marché intérim, vous savez, on parle toujours de l'intérim comme étant le thermomètre ou le baromètre de l'emploi. Donc, inutile de vous dire que le 16 mars, le marché s'est effondré, une baisse de l'ordre de 60-70%. Le marché reste encore. Alors, 16 juillet, le marché reste encore difficile, avec le marché à moins 30% par rapport à l'année dernière. Après, au sein du groupe Mr Thumb, on a la chance, on est revenu la semaine dernière au-dessus du niveau d'avant-crise.
Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça veut dire qu'il y a une dégringolade et qu'aujourd'hui vous retrouvez remontée un extrêmement forte, alors portée par différents phénomènes. D'abord des phénomènes sectoriels, des secteurs effectivement qui se mettent en mode rattrapage du retard pris. Je pense en particulier aux bâtiments pour les PME, où les grands chantiers très publics sont à l'arrêt, mais en revanche les chantiers déjà de PME ont pu reprendre. Certains secteurs ont bien repris, je pense à la logistique par exemple, à l'environnement, l'agroalimentaire ou autres. D'autres secteurs restent encore à la peine, je pense en particulier à l'industrie automobile et aéronautique, sur laquelle la situation reste encore compliquée, ou les activités dites de retail, effectivement, où on voit encore que l'activité est encore un peu difficile. Donc des grands contrastes en termes d'activité, avec des rattrapages qui ont lieu dans certains secteurs, et puis certaines entreprises également qui pensent différemment le recours aux ressources humaines en disant finalement on voit qu'on est obligé de vivre des périodes de crise de plus en plus intenses et de plus en plus fortes. Du coup se dit tiens, je vais peut-être garder une part de flexibilité plus forte dans mes équipes. Donc faire davantage appel à l'intérim. À l'intérim ou à d'autres formes de contrats. Effectivement, l'intérim fait partie effectivement de ces groupes. Et l'intérim digital, est-ce que ça marche? C'est ce que vous avez mis en place pendant le confinement. Comment est-ce que ça fonctionne et est-ce que ça répond aux attentes? Alors effectivement, on a mis en place, alors c'est pas seulement le confinement, on l'a lancé il y a Avant, pas 11 ans, on a lancé il y a maintenant 4 ans l'offre Mr Temp, qui est vraiment une offre d'intérim en ligne. Alors ça veut dire quoi? C'est qu'on a digitalisé les 3 grands processus de l'intérim. L'inscription des candidats, donc plus besoin de passer par une agence physique pour s'inscrire, on s'inscrit via son smartphone en 3 minutes pour laisser son CV et toutes les pièces requises pour travailler. On a digitalisé toute la partie administrative, signature des contrats, relevé d'heures, facturation, etc. Et puis la partie client, où finalement les clients peuvent exprimer un besoin et choisir leur candidat directement en ligne. Évidemment, c'était une tendance qui était assez forte. L'année dernière, en 2019, c'était 60 millions d'euros sur notre activité. Donc un quart de notre activité, c'était vraiment cette offre d'intérim en ligne. Et c'est vrai que pendant le confinement, les candidats ne pouvant plus s'inscrire dans une agence physique, on a connu une vraie explosion des candidatures effectivement sur la plateforme et de plus en plus de clients qui se sont dit finalement c'est un moyen intéressant pour continuer à employer des personnes. Quelle est votre vision de l'emploi d'ici la fin de l'année? Fin 2020. C'est difficile à avoir une visibilité. Alors, les 2 grandes craintes qu'on peut avoir, c'est évidemment un retour d'une deuxième vague et des confinements partiels. Et deuxième crainte également, c'est la crainte de la demande avec une activité effectivement qui reste encore difficile. On voit que la trésorerie de cette entreprise effectivement a été pénalisée. On voit que les assureurs crédits sont de plus en plus réticents effectivement à couvrir des contreparties. Donc il y a beaucoup de prudence effectivement qu'on ressent chez nos clients avec un tassement des recrutements en CDI et avec de plus en plus de recours à des contrats plus courts. Quel est votre regard sur le marché de l'emploi? Est-ce que vous comptez embaucher d'ici la fin de l'année? Oui, on a besoin d'embaucher, notamment sur le plan de la technologie, puisqu'on est de plus en plus sollicité, notamment par des acteurs traditionnels qui veulent utiliser la technologie d'October pour améliorer leur process existant. Ça aussi, ça a été une nouveauté du confinement. Donc, donnez-nous un exemple. Je ne pourrais pas vous donner le nom Une grande banque traditionnelle qui des vous a grandes banques approché. traditionnelles qui viennent nous voir et qui nous disent, voilà, effectivement, nous, pouvoir distribuer des prêts de manière digitale, avoir des signatures électroniques. On a compris pendant le confinement que c'était clé. Donc, est-ce qu'on peut prendre des briques en marque blanche de votre technologie pour être plus efficace? Et donc ça, mécaniquement, ça nous impose de recruter sur le plan de la tech. Quel est votre business model chez October? Nous, le modèle économique est assez simple. Quand une entreprise nous sollicite pour emprunter, on lui facture des frais de dossier et un pourcentage sur le capital qu'elle a emprunté, tout simplement. Le marché devient de plus en plus concurrentiel. Comment est-ce que vous faites pour assurer votre assise, pour vous démarquer de cette concurrence? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle le marché concurrentiel. Je pense du marché des néobanques. Alors, on n'est pas une néobanque. Le marché auquel on se compare, c'est le marché du prêt. Il est un peu en trompe-l'œil, c'est-à-dire on le voit comme un marché concurrentiel parce qu'il y a eu 100 milliards prêtés en quelques mois. Donc on peut se dire, tiens, c'est fou, hein, encore une fois, en quelques mois, ils prêtent ce qu'ils ont prêté en une année, donc on peut voir ça comme très concurrentiel. La réalité aujourd'hui, c'est qu'avant le Covid, n'importe quel entrepreneur pouvait trouver assez facilement des financements de type bancaire parce qu'il y avait un appétit pour le risque qui était gigantesque et en plus à des taux très bas. La réalité d'aujourd'hui, c'est que les taux sont toujours bas, mais en revanche l'appétit pour le risque varie énormément d'un acteur à l'autre. Donc aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de complexité pour savoir à quelle porte on doit frapper pour trouver un financement. Et nous, la complexité, en fait, c'est un peu notre fonds de commerce puisque nous, notre métier, c'est de simplifier la vie des entrepreneurs. Donc quand il y a de la complexité, on est plutôt content. Mais les banques traditionnelles, vous disiez qu'elles ont envie de travailler avec vous. Oui. Vous les voyez comme des concurrents
concurrents, des concurrentes? On est à la fois, dans cet univers du financement, c'est tout le paradoxe. La part de marché du plus gros acteur reste petite en fait. Donc c'est un marché où on est à la fois concurrent et content de co-prêter à différentes sociétés, parfois en établissement prêt à un moment donné de la vie d'une entreprise, puis par l'autre. Donc c'est une relation de concurrence un peu particulière. Bien sûr qu'il y a de la concurrence à des moments donnés, mais en même temps il y a une forme de travail en commun qui est assez particulière. Il y a eu un scandale en Allemagne il y a quelques semaines, quelques mois, le scandale de Wirecard. Oui. Est-ce qu'il vous a éclaboussé ? Quel regard est-ce que vous portez? Est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu plus de régulation des fintechs aujourd'hui? Alors ça, est-ce que vous éclaboussez déjà pour répondre simplement non, pas du tout, puisque c'est un métier qui est complètement différent d'une autre. Wirecard, c'est une nouvelle banque totalement régulée comme une banque d'ailleurs par le régulateur allemand, la BaFin. Je pense que le piège justement, ce serait de dire puisqu'il y a eu Wirecard, il faut réguler plus. C'est pas un problème de régulateur. Wirecard est régulé comme Commerzbank ou Deutsche Bank. C'est pas un problème de régulation. Commerzbank et Deutsche Bank n'ont pas fait ce qu'a fait Wirecard. C'est plus un problème de la mentalité d'un groupe de personnes qui a décidé de tromper le système. De la même manière qu'il y a quelques années en Allemagne, il y a eu le Dieselgate, où des constructeurs automobiles ont décidé de tricher particulièrement. Voilà. Est-ce qu'il faut jeter tout le secteur automobile pour autant? Pas sûr. Pas jeter tout le secteur, mais c'est vrai que ça peut créer des inquiétudes. Vous ne l'avez pas ressenti comme ça? Ça a créé des inquiétudes, surtout dans le milieu des affaires allemandes, parce que ce que vous dites, qui est très important, c'est que ce scandale, ça fait un petit moment qu'on le voit arriver. Ça fait 18 mois que le Financial Times a levé le lièvre. Et ça fait 18 mois que tout l'establishment allemand, y compris le régulateur, disent que c'est n'importe quoi et ont même attaqué le Financial Times. Donc là, c'est une sacrée victoire d'ailleurs pour la presse d'enquête. Céline, une petite question rapide pour Alexandre, parce qu'on a très peu de temps. Oui, j'avais juste une question parce que finalement, sur la plateforme, je me demandais, les candidats ont aussi des entretiens, vous leur faites passer des entretiens, vous jugez sur le savoir-être, sur le savoir-faire. Comment en fait, moi je cherche un candidat. Oui. C'est Alors on croit énormément à la complémentarité entre le digital et le physique. D'ailleurs, Mr Temp, à la fois une plateforme digitale, mais aussi un réseau d'agences. On en a 127 un peu comme partout en énormément France, de retailers d'ailleurs. Hein. De façon à vraiment jouer sur le meilleur. Enfin, notre créneau, c'est l'omnicanal. C'est en digitaliser sans déshumaniser pour autant. Donc on voit bien qu'en fonction des besoins, il peut être pertinent ou non d'avoir effectivement une vraie évaluation de savoir-être. Ouais. Et pour être clair, le savoir-être, ça passe par de l'humain, entretien physique ou téléphonique ou visio. Maintenant, on a aussi d'autres types de profils sur lesquels on a avec des retailers qui disent écoutez, moi j'ai besoin d'avoir commande qui tombe à 16h, il faut pour demain matin 9h 60 personnes à tel endroit, pour tel type de profil. Donc on fait une présélection ensuite des personnes et on les contacte par SMS. Et les gens répondent directement par SMS, oui je prends la mission, je ne la prends pas. Donc on considère vraiment que le digital n'est pas la solution miracle à tout. Effectivement, mais c'est une excellente réponse complémentaire aux agences pour un certain nombre de demandes, des demandes de réactivité, en volume aussi, c'est important. Sur les profils, je dirais, des procédures de recrutement qui sont relativement simples, sur lesquels on garantit la fiabilité, donc toutes les pièces administratives sont vérifiées évidemment. Des tests, effectivement, peuvent être faits de façon en ligne également. Merci beaucoup Alexandre Pham, CEO de Mr Temp. Merci d'être venu. Olivier Goua, fondateur d'October. Céline Angelini, présidente de l'agence Marie-Antoinette. On marque une courte pause. On se retrouve juste après. Et on poursuit avec des histoires d'entrepreneurs avec Jean-Jacques Manceau, rédacteur en chef du magazine Forbes. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Et Anne-Charlotte Vuccino, CEO de Yogist. Bonjour et bienvenue Anne-Charlotte. On commence avec vous Jean-Jacques. Vous nous parlez d'un entrepreneur qui s'appelle Karim Kadoura et qui a créé des locations de voitures qui sont 100% digitales. Ça n'existait pas déjà ça? Si, ça existait déjà, mais c'est vrai qu'en France, quand on loue une voiture, c'est souvent le très mauvais moment à passer pendant les vacances. Et puis on a vu les problèmes rencontrés par Hertz au moment du confinement. Hein. Exactement. Bon, c'est toujours un processus qui est très long, l'enregistrement, aller chercher sa voiture, faire l'état des lieux à la fin. Et c'est vrai qu'il y avait un boulevard pour des entrepreneurs. Et Karim Kadoura, c'est un entrepreneur qui a décidé de disrupter un peu le secteur en digitalisant complètement toute la prestation. C'est-à-dire qu'on s'enregistre sur une application, on met sa photo, on met son permis, enfin on fait un selfie, et ensuite, hop, on arrive et on peut réserver sa voiture. Il est disponible dans toutes les gares, dans tous les aéroports en France et un petit peu à l'étranger. Et donc on arrive et on loue sa voiture tout simplement. Enfin, c'était vraiment je dirais, l'application qu'on avait besoin pour disrupter ce secteur. En plus, lui, il a choisi
de privilégier un peu le haut de gamme, puisque il a décidé de ne louer que des Mercedes, donc de manière à ce que ce soit très valorisant, pas louer des voitures bas de gamme, donc avec des tarifs qui sont très compétitifs par rapport à d'autres loueurs. Donc c'était vraiment, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant qu'il y ait des jeunes entrepreneurs et qui se mettent sur ce secteur-là, parce que c'est vraiment un secteur qui a besoin d'un peu d'air frais. Et qui profite du confinement et de cette période de crise inédite. Ça profite du confinement parce que, évidemment, tout ce qui est processus digitalisé évite les contacts, évite les problèmes. Alors évidemment, ça demande à ce que les voitures soient désinfectées, mais ça c'est bon, voilà, je dirais que c'est dans les protocoles maintenant dont on commence à prendre l'habitude. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, et je pense que ça fera des petits, parce que à terme, je dirais que l'agence de papa à la gare où on fait la queue, ça, je pense que ça c'est fini, et donc voilà, donc il lève des fonds, il se développe, il y a déjà plus de 200 000 clients, donc ça marche, et tant mieux. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, évidemment, puisqu'on passe à vous, Anne-Charlotte Vuccino. Votre vision d'entrepreneuse vous a poussé à introduire la santé au travail par la grande porte dans le monde de l'entreprise, par le biais du yoga. C'était il y a 5 ans. Mieux, vous avez réussi à faire du yoga à des COMEX d'entreprises du CAC 40. C'était quand même mission impossible au départ, non ? Oui, le crash test a vraiment été l'université d'été du MEDEF, où on avait 2000 patrons dans la salle, par surprise, et qui se sont mis à faire bouger les muscles de leurs yeux, à respirer par le ventre, pour apprendre à tenir sur la durée et à avoir une meilleure hygiène de vie au travail. Donc oui, c'est par eux que j'ai voulu commencer avec la méthode Yogis, pour qu'ensuite on puisse diffuser ces techniques dans l'entreprise. Il faut commencer par le haut. Alors, 200 entreprises concernées depuis 5 ans, et surtout 60 000 personnes qui ont déjà utilisé votre méthode. Ça, c'était avant que le Covid n'arrive et ne torpille un petit peu votre business model. Il en est où, ce business model ? Parce qu'effectivement, quand les entreprises sont fermées, on ne peut plus amener la santé au travail. Oui, alors nous avec Yogis depuis 5 ans, ce qu'on faisait, c'est qu'on sensibilisait les travailleurs aux bonnes techniques à leur poste de travail, sur leur chaise, sans changer, sans transpirer, pendant la période de travail, pendant leur journée. Notre best-seller, c'était les sessions de sensibilisation nomades en open space. Donc évidemment, à partir de novembre dernier, avec les gilets jaunes, avec les grèves, on avait commencé à voir venir le fait que les entreprises, les open space commençaient à se vider, et qu'il fallait évidemment commencer à trouver d'autres biais de continuer à transmettre ces techniques. Avec le début du Covid, évidemment, on a passé toute notre activité en 100% visio. Donc on s'est mis à faire des Zooms, des WebEx, des calls, des Teams avec les collaborateurs, où qu'ils soient, dans leur salon, en télétravail, pour leur apprendre les bonnes techniques, avec des intervenants en live derrière leur écran. Et surtout, on avait déjà depuis 2 ans une appli, un garde du corps digital qui s'appelle le chatbot Yogist, qu'on met à disposition des entreprises et qui vous fait bouger, qui vous fait respirer pendant votre journée de travail en 2 minutes en fonction de vos besoins. Donc ça, pendant le confinement, on a tout simplement doublé notre nombre d'utilisateurs. Alors, c'est bien d'avoir fait pivoter votre modèle, mais est-ce que ça marche aussi bien qu'avant ? Parce qu'effectivement, quand les entreprises ont besoin de sauver leur peau et la peau de leurs salariés, elles n'imaginent pas penser au yoga ou à la santé avant tout. Malheureusement, les budgets de prévention santé au travail aujourd'hui, c'est un peu la cerise sur le gâteau, et c'est ce qui saute en premier. Mais ce qui est hyper rassurant, c'est que pendant le confinement, on a eu de nouveaux clients qui sont venus nous voir en nous disant « on a besoin d'engager et d'animer nos équipes à distance, on ressent qu'il y a de la distress à la fois psychologique et à la fois physique, parce que le télétravail, ça rend sédentaire, et la sédentarité et le travail sur écran, c'est le premier facteur des troubles musculo-squelettiques qui eux-mêmes créent de l'absentéisme et qui déstructurent des équipes. Et donc nos clients et de nouvelles entreprises se sont dit comment est-ce qu'on fait pour continuer à enseigner ces techniques, même si tous nos collaborateurs sont dispersés. Et puis aujourd'hui, on voit qu'on commence à préparer le retour au bureau, et que la santé au travail, la prévention, c'est pas seulement les masques et les gels hydroalcooliques, c'est aussi les techniques pour ne pas se casser pendant sa journée ou pendant sa semaine de travail. Est-ce que vous voyez des catégories d'entreprises qui sont plus réceptives à vos méthodes et à ces sujets-là que d'autres ? C'est assez intéressant, parce que la méthode Yogi, je l'avais créée au départ pour le secteur tertiaire, pour les sédentaires devant un ou plusieurs écrans, les grandes tours de la défense, les costumes cravates, les comex. Et en réalité, on voit qu'on a des clients qui viennent d'industries, qui viennent de secteurs complètement différents, qui font appel à nous. Mais évidemment, aujourd'hui, c'est les populations en télétravail qui sont les premières concernées. Donc dans les usines,
ils utilisent votre méthode. Dans les usines, on a déjà fait des interventions Donnez-nous un chez exemple. Sodebo à Nantes, chez Sofartex dans la pharma. On va vraiment montrer aux opérateurs sur les lignes de production comment ne pas se casser le dos, comment détendre leur lombaire, comment être concentré pendant leur journée. Et ça marche dans n'importe quel environnement de travail. On dit beaucoup que pendant le confinement, il y a pas mal de gens qui travaillaient devant leur ordinateur avec des mauvaises postures parce qu'ils n'avaient pas leur bonne chaise de bureau, le bon ordinateur. Est-ce que vous avez constaté des problèmes à ce niveau-là? Est-ce que vous avez remonté des problèmes? Oui, on nous a remonté énormément de problèmes. D'abord parce que pendant le confinement, c'était pas du télétravail. C'était de la sédentarité forcée. On n'était pas installés pour. On avait nos co-confinés à côté qui passaient leur coup de fil. On avait les enfants dans les genoux. Et puis, on était assis sur le beau fauteuil du salon qui était très bien pour recevoir des amis, mais pas du tout pour nous soutenir pendant 8 heures devant un écran. Donc, les troubles musculo-squelettiques et les tensions musculaires ont explosé pendant le confinement, surtout au niveau des lombalgies, donc douleurs dans le bas du dos, au niveau des cervicalgies, le cou, le haut du dos, tendinite de la souris aussi. On a vu des problèmes liés plutôt au sommeil, aux insomnies, aux problèmes de concentration, des gens qui n'arrivaient plus à faire la différence entre leur journée de professionnel et leur temps personnel. Et puis, on a vu vraiment que la problématique, c'était de trouver le temps de bouger et de respirer lorsqu'on était toute la journée sur un écran. Et on a posé des questions, nous, à nos clients et aux utilisateurs de la solution Yogist. Il y a plus de 70% d'entre eux qui nous ont dit qu'ils avaient déjà des tensions musculaires avant le confinement, lorsqu'ils étaient dans leur bureau, dans les tours, avec des postes ergonomiques. Et il y en a à peu près 60% qui ont dit qu'ils avaient remarqué une aggravation de ces tensions pendant le confinement et pendant le télétravail. Anne-Charlotte Vicino, comment mesurer l'efficacité de cette méthode pour pouvoir bien la vendre aux entreprises? Hyper compliqué, c'est de la prévention, c'est pas du curatif. Et puis surtout, c'est très multifactoriel. Vous pouvez pas savoir si la personne qui va faire les exercices de la méthode Yogist fait déjà du sport à côté et mange déjà des graines et du tofu, ou si c'est justement la personne hyper sédentaire qui a le plus besoin de nous. Donc nous, on travaille vraiment en prévention avec les entreprises et le but du jeu, c'est de se rapprocher des statistiques des maladies professionnelles et des troubles musculo-squelettiques pour voir des corrélations. Mais encore une fois, hyper compliqué. Elles ont compris cette importance de la prévention, justement? Oui, les entreprises commencent à comprendre cette importance-là, non seulement parce que maintenant on a 5 ans de recul et que les questionnaires qualitatifs qu'on distribue à tous les 60 000 collaborateurs qui ont eu affaire à nous nous disent que pour 90% d'entre eux, ça leur fait du bien, ils ont besoin et envie d'en refaire. Et puis surtout parce qu'ils se rendent compte que c'est à la fois un levier d'attractivité des nouveaux talents, un levier de rétention et surtout un signe que l'entreprise prend soin des collaborateurs, mais d'un point de vue corporel. Le corps au travail, c'est le premier outil de travail, même si aujourd'hui on est sur des emplois, des métiers où on a l'impression que c'est seulement le cerveau qui travaille. Votre cerveau, il a besoin de glucose, il a besoin d'oxygène. S'il n'y a pas ça, eh bien vous allez perdre en productivité. Et ça, les DRH l'ont bien compris, les travailleurs aussi. Elle parle, et je n'ai pas pu poser ma dernière question sur l'international, mais je précise quand même que vous êtes présent à Singapour, à Londres et également au Brésil, en plus de votre présence en France. Merci Anne-Charlotte Vicino, vous êtes la fondatrice de Yogist. Smart Up, c'est déjà terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je laisse la main tout de suite à Stéphane Soumier qui interviewait Christian Poyot, coprésident de la commission mutation technologique au MEDEF et PDG de Micropole. Et on se retrouve demain matin et je vous souhaite une excellente journée. Ce matin, Capucine, on va reparler techno et puis, en fait, réagir à la décision spectaculaire quand même, qu'ont prise les Anglais il y a maintenant 2 jours, de totalement sortir Huawei de leur réseau. Il se trouve que je recevais Christian Poyot qui, au sein du MEDEF, est à la tête de la commission qui s'occupe de l'innovation, qui s'occupe du digital, qui s'occupe de réfléchir à cette affaire Huawei. Il n'est pas très loin de penser que les Anglais ont bien fait et que sur cette affaire de souveraineté, il ne faut absolument rien céder. Mais écoute-le, Christian Poyot. Le MEDEF là-dessus a vraiment décidé d'être partie prenante de ce débat, c'est la souveraineté numérique. Ouais. Et la souveraineté numérique, il faut bien comprendre, c'est bien sûr un sujet technologique, mais c'est un vrai sujet régalien, c'est un sujet géostratégique. Bon, je pense que les auditeurs de Bismart doivent le comprendre aisément, mais c'est un sujet très important, d'accord ? Donc le MEDEF est partie prenante, c'est pas la seule partie prenante, bien évidemment. Là-dessus, notre position, c'est de dire il faut que l'Europe affirme sa souveraineté
sans agressivité, mais non plus sans naïveté. Et aujourd'hui, on a fait certainement preuve d'un peu trop de naïveté. Donc sur des sujets comme les big tech, on préfère dire les big tech, comme ça c'est un terme générique qui ne cible spécifiquement ni les uns ni les autres. Il faut clairement définir des endroits dans lesquels... Mais non, mais c'est trop facile ça. Non, c'est pas trop facile. Parce que là, je vais te dire très franchement, pour moi, la menace de Huawei n'est pas du même ordre que la menace de Google ou de Microsoft, puisqu'il y a un sujet sur Microsoft qui héberge nos données de santé. Le data, oui. Ça m'inquiéterait beaucoup plus si c'était Huawei qui hébergeait nos données de santé. Parce qu'après, on tombe sur des données géostratégiques où effectivement, on est dans une sphère occidentale plus que dans une sphère asiatique. Et oui. Donc, il n'y a pas de langue de bois là-dessus. Il y a de dire, la 5G est un sujet hyper structurant et avoir des produits asiatiques qui soient au cœur de nos réseaux européens serait effectivement une erreur. Donc, il faut limiter, mais on ne peut pas le limiter globalement. Les Anglais ont raison. Toi, tu penses qu'il faut faire ce qu'ont fait les Anglais? Oui, c'est alors les Anglais. Comme ça, c'est le plus simple en même temps. Bannissement total. Je crois que les Anglais ont tout bloqué, d'accord, ce qui me semble peut-être pas la bonne approche en tant que telle. Après, je suis pas un technicien spécifique de la 5G. Bien sûr. Mais la position, c'est plutôt de dire sur tout ce qui est cœur de réseau. Là, il faut avoir une position forte de dire, ok, c'est un intérêt national et européen. Quand on parle français, on parle européen, bien évidemment en tant que tel. Et après, avoir une attitude certainement plus ouverte. Mais il ne faut pas chercher à bloquer par principe parce qu'ils sont chinois. C'est ça que je veux dire. Parce que les Chinois, on fait aussi du business avec eux. Et il y a des sujets dans lesquels on peut avoir intérêt à coopérer. C'est pour ça qu'on dit à chaque fois sans agressivité ni naïveté. Il faut essayer d'avoir la vision la plus claire possible. Tout ce qui est lié à notre souveraineté numérique. Là, il faut avoir un périmètre très clair en disant, on fixe des règles. Et ça, on est intangible. Et le reste, après, c'est du business. Donc, l'idée, alors ça va ralentir les choses évidemment, mais l'idée, donc, c'est ce qui se développe. Demande d'autorisation auprès de l'ANSSI, donc qui est l'autorité nationale de surveillance de l'ensemble de ces systèmes d'information, et elle valide pas. Voilà, je veux mettre du Huawei elle est là pour à tel endroit, dans telle ville. Ok, vous pouvez, non, vous pouvez pas. Elle est là pour déterminer ce qui est considéré comme sensible en tant que tel. Et elle est légitime, à ton avis, elle est légitime, efficace. Bien sûr, oui, il faut le faire absolument. Mais c'est ce que dit Geoffroy quand il dit qu'il faut qu'on ait, quelque chose qui soit économiquement intelligent, de savoir faire, de savoir construire des frontières économiques plus fortes autour de l'Europe. Il s'est exprimé sur la taxe carbone. Les Allemands sur Huawei, ils sont très très ambigus parce qu'ils veulent continuer à vendre des Mercedes en Chine. Mais à un moment, il va falloir... non, mais c'est ça. La difficulté de l'ensemble européen, elle est là quand même. Oui, bien sûr, mais... c'est un sujet qui est compliqué. Le yaka faucon et puis tout est blanc et tout est noir, c'est évidemment en général des raccourcis saisissants. Il y a certainement des sujets de souveraineté où là il faut être intransigeant. Après, il faut arriver à discuter et trouver le meilleur équilibre possible. Mais surtout, on doit affirmer sa souveraineté. On ne doit pas se cacher à son petit doigt. Ce qui n'est pas toujours évident. Salon la Commission européenne avec Vestager, avec Breton, qui a quand même fait un changement à 180 degrés par rapport aux positions précédentes. Et donc, taxe GAFA, pareil. Oui, on y va. Tant pis, même si Trump nous met 25% sur les sacs à main L20. Alors, taxe GAFA, pareil. Le MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux s'est exprimé clairement là-dessus. Je l'avais fait bien sûr aussi à son temps. Oui, on soutient la taxe GAFA, ce qui là aussi pour un chef d'entreprise est quand même assez effarant. Sidérant. C'est une taxe sur le chiffre d'affaires. Tout ce que vous détestez. Tout ce qu'on déteste. Tout ce que vous détestez. Discriminatoire et sur le chiffre d'affaires. Mais la libre concurrence suppose une juste concurrence. C'est-à-dire que un marché, il doit quand même être d'une manière régulée. En tout cas, il doit avoir des règles de fonctionnement. Sinon, après, c'est la jungle totale. Et là, sur ces sujets-là, les GAFA, qui sont en même temps des sociétés avec lesquelles on travaille, qui amènent beaucoup de choses, etc., ont des règles du jeu qui faussent la concurrence. Remarquons au passage, d'ailleurs, qu'il y a une avancée qui a été faite par l'OCDE, qui avait proposé un système, et les GAFA étaient pour. Les GAFA étaient pour. Très franchement, Christian, j'ai rien compris. Si. Non, on va pas rentrer là-dedans parce que je veux qu'on parle de la 5G. C'était une petite usine à gaz. Les GAFA sont ce qu'elles sont. C'est des entreprises. Elles sont là pour développer leur chiffre d'affaires. On ne peut pas leur jeter la pierre. C'est clair. Ce que je veux dire, c'est que l'OCDE avait proposé un équilibre qui visait justement à harmoniser la taxation pour que tel ou tel GAFA paye à tel endroit la même chose qu'elle paye à un autre. Et elles étaient d'accord sur ce principe. Là, c'est bloqué par l'administration américaine. Ah oui, c'était l'impôt minimum. Voilà. C'était l'impôt minimum, effectivement. Et là, on ne peut pas leur porter préjudice. Elles étaient OK sur ce principe. Et donc, la 5G, toi, tu penses qu'il faut y aller, j'ai presque dire, envers et contre tout. Très franchement, Christian, moi là-dessus, alors justement, moi aussi, à front renversé, c'est la première fois où je me dis, j'ai lu ce qu'écrivait Martin Bouygues, par exemple, les applications sont quand même très très rares encore aujourd'hui, ce sera essentiellement des applications industrielles pendant un bon moment, donc avec des réseaux dans des usines, oui, là, ce sera sans doute très efficace, il n'y a pas encore les terminaux, etc. Et on sent que la société est un petit peu
hésitante Alors, sur cette question. 2 sujets. Le premier... 3 minutes, il nous reste. 3 minutes. La 5G est une vraie révolution par rapport à la 4G. C'est pas juste un chiffre de plus, ça va bouleverser des tas de choses. Et dans des sujets qu'on n'imagine pas, l'hospitalisation à distance, un chirurgien va pouvoir, même s'il est à 5000 km, opérer, ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui avec la 4G. Donc c'est un sujet majeur de business. C'est un sujet majeur aussi de souveraineté, avec la cybersécurité, etc. Donc il faut y aller aussi parce que c'est un enjeu. Sinon, c'est les big tech qui vont prendre le pouvoir sur ces sujets-là. Ce qui est effarant en France, c'est qu'on retombe dans ce principe de précaution que moi, pour ma part, j'ai toujours combattu, c'est parce que la 5G, aujourd'hui, on ne dit pas que c'est dangereux, on n'a pas prouvé que ce n'était pas dangereux. Attention, c'est ça le raisonnement, d'accord ? Donc peut-être qu'éventuellement, ça pourrait être dangereux, donc comme ça ne l'est pas, on n'y va pas.